Notre invité ce matin, Irob Degani Hazar. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocat au barreau de Paris, membre du Conseil de l'Ordre. Vous êtes également d'origine iranienne et vous êtes investi dans le combat pour la liberté après la mort de Mahsa Amini. Vous faites notamment partie d'un collectif de juristes et d'avocats qui traquent aujourd'hui les crimes commis par la répression du régime à Téhéran et à travers tout l'Iran. On a la chance d'avoir, nous, un correspondant à Téhéran qui a une liberté toute restreinte, qui tente de faire son travail et qui donne en tout cas le point de vue de l'Iran sur cette question. Et il est important. On vient d'entendre ce point sur les manifestations. Quelles sont les informations dont vous disposez sur la façon dont se sont déroulés ces 3 jours de manifestations et de grève générale en Iran? Alors bonjour et merci pour cette invitation déjà. Et oui, c'est vraiment une chance d'avoir un correspondant. Alors on fait un peu le même travail sans être journaliste, on a des correspondants. Donc on a aussi des remontées d'informations. Est-ce que vous me permettez de commencer par corriger juste une petite chose? Je suis ancien membre du Conseil de l'Ordre et membre actuellement du Conseil national des barreaux. Vous allez voir peut-être qu'il y a une importance parce que, à l'image de ce que fait la profession depuis quelques années, où on est unis pour défendre les confrères, parce que moi je suis rentré par cette porte-là, cette implication-là plus particulièrement. Aujourd'hui, il existe au sein de notre collectif des juristes et il y a plusieurs collectifs et on a toujours une vision et on échange beaucoup d'informations avec chacun de nos réseaux de correspondants. Et alors 3 jours de manifestation, 3 jours de manifestation et de grève qui sont montés en crescendo, puisque le 3e jour correspond à la journée de l'étudiant. La journée de l'étudiant, la journée nationale. Les universités sont très mobilisées. Plus de 143. Et alors il faut bien comprendre que les manifestations ne se passent pas comme ici. C'est-à-dire c'est pas on se retrouve place de la Bastille, on va jusqu'à la Nation et puis on est nombreux. Ouais. Non, c'est plein de petites manifestations, des regroupements qui ne peuvent pas durer trop longtemps parce que la répression est très lourde, avec là en l'occurrence un point de convergence à la place Azadi de la Liberté où les gens devaient se retrouver. Donc les manifestations sont très suivies et ont mobilisé beaucoup de monde. La répression de ces manifestations m'inquiète. Vous voyez, on a toute la diaspora, tous les gens qui travaillent, y compris vous je pense, qui travaillent sur le sujet de l'actualité en Iran. On est un peu décalés, on est un peu tous des zombies, puisqu'on se couche en se disant « super, il y a plein de gens dans la rue, ils sont motivés » et on se réveille en entendant par exemple ce matin qu'il y a eu une exécution et que l'un des commandants des gardiens de la Révolution dit ce matin, et donc c'était dans la presse de cette nuit, qu'il n'allait plus se retenir maintenant. Quand on connaît le nombre de morts et le nombre d'exactions, et là ça nous renvoie à notre travail d'inventaire, on s'inquiète. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire le lendemain de ces 3 jours, sur cette séquence, c'est important. La veille, on nous dit fake news sur la fin ou le démantèlement de la police des mœurs, qui n'a jamais existé. 3 jours de manifestation, le lendemain matin, directement, on dit maintenant on ne se retient plus. Et on nous annonce que M. Shekali, qui est un des manifestants, a été exécuté ce matin. Vous voyez, je viens de voir que vous avez passé, parce que en coulisses on l'entendait, vous avez passé aussi cette information qui a été confirmée. Moi, pendant le temps où je venais ici, j'ai aussi pris attache avec mes contacts pour confirmer cette information. Mais l'agence officielle iranienne vient de le confirmer, là, à 8h. D'accord, donc c'est quand même assez remarquable cette séquence, et voilà. On en est où au niveau des chiffres? Parce qu'on est un peu dans le flou. Il y a à peu près 300 morts, ce sont les chiffres officiels. Les ONG sur place parlent de 400, 500 morts, des milliers d'arrestations. 11 pendaisons. Monsieur Shekali, qui est décédé, ce matin ne faisait pas partie de chiffres que nous connaissions. Et que donc les autres inventaires que les uns et les autres font, puisqu'on travaille tous ensemble, connaissaient. Il y a eu plus de 18 000 arrestations. Donc plus de 18 000 arrestations. On a quelqu'un qui, ce matin, est exécuté et qui ne fait pas partie de ce chiffre. D'accord. Ça montre bien le côté assez relatif de ce qu'on peut savoir. On a, par exemple, vous avez un chiffre, on parle souvent de 60 enfants qui sont morts du fait de leur participation ou même en passant dans la rue ou parce qu'ils ont été malmenés dans un interrogatoire et qu'ils en sont morts par la suite. Nous, on a une liste et on a documenté 72 enfants, avec nom, prénom, lieu, conséquences. Donc,
Vous voyez, les chiffres, malheureusement aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est nombreux à faire ce travail un peu partout. Pareil, sur les réseaux sociaux, en me réveillant tout à l'heure, je voyais qu'il y avait un journal qui mettait en alerte sur l'intervention d'un groupe de hackers spécifiques sur la requête, sur les gens qui font la requête d'information. Donc... c'est compliqué, on travaille avec un pays qui est sous cloche, on a des informations qui arrivent avec un décalage, elles arrivent quand même, elles sont difficiles à compiler. Et vous êtes donc membre de ce collectif d'avocats, de juristes qui traquent les exactions. Comment faites-vous, en quoi consiste votre travail ? C'est un travail, on est essentiellement des juristes, des traducteurs, on a quelqu'un qui nous aide aussi à communiquer. Notre travail, c'est de recenser, en gros, d'en donner un premier travail. C'est quelque chose, c'est une intelligence collective qui s'est mise en place assez spontanément. Il y a eu un premier travail, on s'est mis autour de la table avec des spécialistes de différents domaines et on s'est dit quelles sont les actions possibles. Et surtout, on s'est dit, on a plein de gens cette fois-ci qui nous envoient des données. Qu'est-ce qu'on en fait de ces données ? Et on était plusieurs avocats et lors d'une discussion, on se dit, qu'est-ce qu'on en fait ? Il y a 2 confrères qui ont eu l'idée de dire, on va essayer de faire une task force. Bon, faisons une task force. Puis les données sont devenues tellement importantes qu'on a fallu, dans un premier temps, qualifier en droit toutes les actions envisageables, soit à court terme, soit à moyen terme, soit à long terme, parce que certaines actions vont nécessiter un certain lobbying politique pour faire évoluer certains textes, ou une saisine par un État, par exemple. On a mis ça à plat, et puis après, on a créé des fichiers alors, on a des résumés de situation, et on a des fichiers, et puis maintenant, on a des fichiers thématiques, les enfants, les manifestants, les pressions dans les prisons, les pressions sur la famille proche. Le cas particulier de la défense, c'est-à-dire des avocats, comment ils peuvent faire. Il y a une saisine qui a été votée par les instances de la profession d'avocat pour saisir le rapporteur spécial à l'indépendance des avocats à l'ONU pour pouvoir essayer d'avoir une enquête. Il y a des enquêtes qui doivent être menées, qui ont été votées, qui ne sont pas menées aujourd'hui. Donc nous, on a inventorié tout ça. On les a mis on les a classifiés par rapport aux faits, qualification des faits. On a mis nos sources, on a mis des dates, des preuves, et puis on a essayé maintenant, on passe aussi un temps assez considérable à confirmer par les sources des uns et des autres les informations que les uns ont et que les autres n'ont pas. Si vous voulez, c'est tout un travail que vous connaissez, journalistes, et que nous ne connaissons pas. Et vous voyez, le petit chaînon manquant pour nous, c'était de créer les outils pour faire ça. Maintenant, on a réussi justement à mettre ça en place. Vraiment, c'est un collectif d'avocats et de personnes motivées, jeunes et moins jeunes, par le respect des droits de l'homme et des droits fondamentaux. Vous suivez notamment les différents procès de manifestants ou d'émeutiers, comme les appelle le régime. Comment se déroulent ces procès et est-ce que les personnes condamnées ont des recours ? Comment ça se passe ? Alors déjà, j'ai mal aux oreilles en entendant procès. Parce que, est-ce que ça s'appelle un procès vu de notre côté, ça ne peut pas être envisagé comme un procès, regardé comme un procès. Il faut savoir que pour des faits la Constitution, déjà ça fait quelques mois que le barreau central a été mis sous tutelle. Les élections ont été annulées. Ça, c'est première information. La profession d'avocat s'est à ce moment-là mobilisée, le Conseil national des barreaux, la conférence de bâtonniers et le barreau de Paris ont pris des résolutions pour soutenir l'indépendance de l'avocat. Deuxième acte, vous avez la Constitution qui interdit le libre choix de son avocat, c'est-à-dire qu'on doit choisir pour les faits les plus graves, donc corruption contre l'État, on doit, dans ces cas-là, choisir un avocat sur une liste donnée. Troisième acte, il y a 18 000 personnes arrêtées et les procès, c'est 50, 60 personnes dans une salle, d'une manière très expéditive, qui, sans vraiment avoir de réelle défense, se retrouvent condamnés. Autre chose qu'on nous remonte, c'est des magistrats qui poussent à choisir certains avocats. Dernier fait, là, pour le coup, qui est certain, c'est qu'il y a une confusion entre l'avocat et son client. C'est-à-dire ceux qui vont aller demander des dossiers pour dire « j'ai mandat pour représenter un tel », se retrouvent eux-mêmes dans la même prison.
Il y a une caricature qui était assez drôle, dramatique, excusez-moi, où vous aviez la prison des Vignes, et puis quelqu'un disait « je veux voir mon avocat », et puis vous aviez la prison, la pièce après, il dit « je suis là ». Donc il se retrouve dans la même situation, on confond l'avocat et son client en lui disant si vous venez le défendre, c'est que vous aussi, vous êtes un manifestant, un protestataire, etc. etc. Et là, on ne parle que des personnes condamnées, parce que vous tentez de répertorier aussi les nombreux cas de viol, de violence, de torture qui se font à l'abri des regards et dans la méconnaissance la plus totale. À l'abri des regards, oui, dans la méconnaissance de moins en moins. Notamment parce que les familles parlent. Les familles parlent et puis les médecins. Certains médecins aussi. D'ailleurs, il y a un médecin qui a été condamné hier des médecins ont aussi souhaité intervenir, parler. Tous les corps constitués, si je peux me permettre comme ça, toute personne qui a une conscience de sa profession, voyant arriver des éléments tellement graves, si graves, en conscience commence à en parler. Merci beaucoup, Maître Irbod Degani Azar, d'avoir accepté notre invitation ce matin pour nous parler de cette situation très complexe en Iran. Et merci à vous d'avoir choisi France 24. On se retrouve dans un instant pour la suite de Paris Direct.